Elle demande très peu d'attention. Juste un peu d'eau. Mais quand il faut. Et quelquefois, là, je la pose au soleil. Elle inspire le respect. Et pourtant, elle a l'air de rien. Elle est comment? Personne ne me l'a jamais prise. Mais si tu regardes bien, il y a de la matière, il y a de l'eau, ça bouge à l'intérieur. Et moi, j'aime sentir ça, que ça bouge à l'intérieur, c'est vivant. Oui, je sais. Quand je dis qu'elle est à moi, je sais que je me trompe. Elle est à moi, ça veut juste dire qu'elle et moi, nous sommes liés. Je ne la possède pas. Et elle non plus. Ah, la sonnerie de l'école. Non, c'est la récréation. Tu as raison. C'est pour la petite. Et ma mère était couturière. Et ça fait des années que je ne l'ai pas vue. Et que j'en parle au passé. C'était une peste, ma mère. Quand mon père est mort, parce que lui, il est mort très jeune. C'est dommage d'ailleurs, parce que lui, il m'aimait. Quand mon père est mort, le lendemain, elle s'est assise à table à la place de mon père. Du coup, mon frère est venu s'asseoir à la place de ma mère. Donc, il était en face de ma mère. Ma petite sœur s'est assise à côté de ma mère, alors qu'avant elle était à côté de mon père. Mais... Et moi, je n'ai pas bougé. Je suis restée à la même place. Ah non, mon autre sœur, elle n'était plus là. Ma cadette, hein, pas la petite. Elle était repartie en pension dès le lendemain. C'est ma mère qui l'avait envoyée en lui disant « Faut pas ça !» Moi, je pouvais m'arrêter, moi. Moi, elle m'a pas dit de revenir à l'école. Que comme j'étais à côté de la cuisinière, c'est moi qui amenais les plats. Et comme je m'étais déjà levée, c'est aussi moi qui les ramenais. Et c'est aussi moi qui faisais la vaisselle. Bon, j'aurais pu être mon frère, parce que mon frère, c'était mon frère aîné. Il y avait tout pour lui.
pendant des années, j'ai pensé qu'en fait, lui, ça l'arrangeait. Eh ben, je crois que je me trompais. Parce qu'en fait, on lui a rien demandé à lui non plus. Il est devenu chef de famille, il a pris la place du père, et c'est pas lui qui l'a prise. On l'a mis dedans. Je suis pas sûre que ça l'a arrangé, moi. Quand il a rencontré Mathilde, je me suis dit, bah là, ça va aller mieux. Eh ben, elle a pas du tout. Mathilde, elle était comme ma mère. C'est drôle. Parce qu'elles s'entendaient bien, toutes les deux. Bon, quelquefois, elle faisait semblant de se détester, mais elle se détestait pas, c'est pas possible. Elle n'arrêtait pas de dire les mêmes petites phrases comme ça, qui détruisent. Ma mère, elle me disait, tu sais pas t'habiller. C'est dégueulasse. Non, ça, c'est dégueulasse. Tu dis ça à ta fille aînée, parce que moi aussi, j'étais l'aînée. Parce qu'après, il y a eu 2 filles. Bon, la petite, bah, c'était la petite. Elle faisait jamais rien. C'est normal d'ailleurs, parce qu'elle était venue après, une sorte d'accident comme ça. C'était le cadeau. Et non, l'autre sœur, c'est pas pareil. La cadette, hein. Pas la petite. Elle est malade. Elle est toujours malade. Elle n'a pas vraiment vécu. Ah non. Elle n'est pas morte. Et maintenant, elle est enfermée. C'est drôle. La première fois qu'elle est allée là, elle voulait pas y aller, bien sûr. Elle hurlait. Mais après, quand ils l'ont renvoyée à la maison, eh ben, ça allait pas du tout. Elle s'échappait pour revenir là. Et puis chaque fois qu'elle allait mieux, il la faisait sortir. Avec tous les médicaments qu'il faut, hein. Parce que il y a tous les médicaments qu'il faut. Et je suis sûre qu'elle faisait exprès de pas les prendre, parce qu'elle était mieux là qu'à la maison. C'était trop violent. Et ça devait être trop violent. On faisait comme si elle n'existait pas. On lui demandait jamais rien. Ou alors des petites choses inintéressantes pour pas la fatiguer. On lui demandait comme ça, histoire de lui demander quelque chose, mais elle n'avait pas envie de ça. Elle avait envie de devenir quelqu'un. Peut-être j'en sais rien. Parce que moi non plus, je lui demandais rien. Parce que j'avais trop peur de lui faire mal. Et comme j'avais trop peur
de lui faire mal, eh ben, je faisais rien. Je suis sûre qu'au fond, ça lui faisait plus mal qu'autre chose. Mais ça, sur le moment, je l'ai pas vu. Ma mère, j'ai passé tellement de temps à me protéger, à me mettre la carapace, à éviter ses flèches. Et c'est toujours au moment où je m'y attendais pas que ça m'arrive en pleine gueule. Le passé. Voilà. Le pompon, c'est quand il y avait plein de gens à la maison. Parce que de temps en temps, ma mère, elle invitait toute la famille. Alors, les vieux oncles, les vieilles tantes. Il y avait même des amis de mon père que je voyais à peu près une fois par an. Et il y avait du côté de sa famille à elle, qu'elle ne me montrait jamais, même si pareil que c'était des gens formidables, et que jamais on arriverait à la hauteur de sa famille, n'empêche qu'on les voyait jamais. Et il y avait un jour où elle réunissait tout le monde. Et là, on avait intérêt à faire gaffe. Même mon frère, il craignait ce genre de réunion. Tous ces gens qui nous regardaient et qui se demandaient si on avait grandi, si on mangeait bien, si on mangeait tout. Tous ces gens qui nous demandaient « Alors, qu'est-ce que tu vas faire plus tard ?» À ça, on ne demandait jamais à mon frère. Ah ben non, lui, on savait qu'il continuerait l'activité de papa. Non, lui, avant qu'il rencontre Mathilde, c'est... D'ailleurs, je suis sûre qu'à un moment donné, il s'est dit « Il faut que je trouve quelqu'un très vite, sinon ils vont me faire chier jusqu'à la fin de mes jours parce que j'aurais trouvé personne. » Alors lui, c'était « Alors, toi, tu as trouvé quelqu'un ?» On ne pose pas ce genre de questions. Alors moi, il y a ma sœur, ma cadette, pas la petite, c'était. Alors, qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Et ils avaient une façon de poser cette question, comme si tu devais porter le monde sur ton dos. Un tombeau de saloperies que tu allais devoir te trimballer toute ta vie. Donc moi, je savais pas ce que je voulais faire. Moi, je voulais vivre. Et puis, je voulais être quelqu'un. Oh! Mon petit bœuf. Ah ben, ça fait 2 jours que je me disais, mais où est passé mon petit bœuf? Il a dû être malade. Ah oui, ça doit être ça, certainement, il a dû être malade. Ah, j'aime bien quand je te vois sortir. Oui, tu cherches ton paquet de cigarettes. Alors qu'il est toujours au même endroit, franchement, je ne vois pas pourquoi tu te cherches. Tu sens ta cigarette.
tu allumes ta cigare. On va se parler un jour. Mon petit veuf, mon inconsolé. Ce n'est pas parce que j'ai trouvé cette place que je suis fière d'être là. J'ai eu de meilleures places, de bien meilleures, à la banque. Mais ce n'était pas la mienne. Au stade numéro 1, tu es debout. Tu es dans le hall, derrière un tout petit bar ridicule qui cache ton tout petit ordinateur, avec un plexiglas qui tombe au moins 4 fois par jour. Tu accueilles les gens, tu souris. Quelquefois, quelqu'un te demande un rib, alors tu donnes le rib. Parfois, quelqu'un te donne un chèque, alors tu expliques que le chèque, il faut le mettre dans la petite machine. Si la personne ne sait pas comment utiliser la petite machine, tu montres comment utiliser la petite machine en espérant qu'elle n'aura pas oublié la prochaine fois qu'elle viendra déposer un chèque. Tu souris. Tu n'as pas de nom. Au stade numéro 2, tu as un petit bureau entièrement vitré. Tu n'as pas le droit de mettre une affiche, ni de mettre quoi que ce soit d'ailleurs. Tu as une chaise ergonomique, mais pas de très bonne qualité. Et pour le client, tu as juste une chaise en fer. Et si tu veux aller directement à ton petit bureau, tu es obligé de repousser la table. Et à ce moment-là, si un gros client, une grosse cliente arrive, c'est très gênant. Donc souvent, c'est toi qui te glisses pour aller te mettre derrière ton petit bureau pour que le gros client ou la grosse cliente ne soit pas gêné. Bon, sauf si tu les aimes pas. À ce moment-là, t'en as rien à foutre. Non. Au stade numéro 2, tu as un nom. Tu conseilles la cliente selon ce qu'on t'a dit. Et qu'il fallait dire pendant 6 mois tu vends le PEN, si c'est le PEN, ou le CEN, si c'est le CEN, etc., etc. Au stade numéro 3, tu as un plus grand bureau. Il y a même une paroi qui n'est pas vitrée. Et sur cette paroi non vitrée, tu as le droit de poser une petite affiche. Au stade numéro 3, tu peux donner des conseils au conseiller que tu étais quand tu étais au stade numéro 2. Quand parfois il a besoin de savoir ce qu'il doit faire par rapport à un de ses clients. Un client un peu plus important que les autres, bien sûr. Au stade numéro 4, tu as un bureau grand. Tu as des fauteuils en cuir.
Et tu conseilles le numéro 3, qui évidemment, parfois, ne sait pas quoi répondre à la question que lui a posée le conseiller numéro 2. Tu peux même avoir une plante. Et là, tu es important. Tu ne reçois que les gros clients, ceux qui peuvent rapporter beaucoup de sous et qui vont te permettre d'accéder au stade numéro 5. Quand tu es numéro 5, tu ne vois plus personne, tu es à l'écart. Si quelqu'un passe, si quelqu'un vient t'apasser, par exemple, la personne qui est au stade numéro 4 qui se pose des questions, quant à la question que lui a posée quelqu'un numéro 3, tu peux te permettre de dire « Pas maintenant, s'il vous plaît, c'est pas le moment. Je suis en conférence avec le siège. » On ne peut pas te parler comme ça quand tu es numéro 5. Tu n'es pas obligé de sourire. D'ailleurs, tu souris très peu quand tu es numéro 5. Et après, tu es censé passer numéro 6. Mais ça, le stade numéro 6, je connais pas. Non, moi, c'est le stade numéro 5. De toute façon, le stade numéro 6, ça n'aurait pas été au même endroit. C'est ailleurs. Dans un autre univers, avec des ascenseurs, des grands immeubles. C'est au ciel. C'est quand je suis revenue de mon congé maternité que j'ai vu que j'avais été déplacée. Personne n'avait rien dit. Personne. J'arrive, tout le monde me sourit, personne ne s'arrête. Déjà, ça, c'était bizarre. Je me dirige vers mon bureau. Il y avait quelqu'un dedans. Et c'est là que je vois arriver un sous-fifre qui m'explique qu'étant donné que j'étais absente quand même relativement longtemps, si ce n'est pas ma faute, bien sûr, on a dû me remplacer. Moi, j'ai tout de même une place. Et c'est ça qu'on appelle un placard. Un placard, c'est une place où on te dit que tu sers à quelque chose. Et toi, tu te rends absolument compte que tu ne sers strictement à rien. Sauf à former la personne qui, justement, vient de te remplacer. Et puis, quand tu es dans un placard, tu ne vois plus personne. C'est comme s'il y avait une sorte d'interdiction sous-jacente. On ne doit plus te parler.
C'est très humiliant. Alors, j'ai démissionné. Bah oui. Je suis peut-être qu'une petite chose, issue de pas grand-chose, mais j'ai mon honneur. Pierre, mon mari, a été gentil de nouveau. Non, il m'a parlé très gentiment. Il m'a dit, c'est pas grave, ça arrive. Mais ça permet de se remettre en question. Ne fais pas la fière. Je crois que c'était encore plus humiliant que ce qui m'était arrivé à la banque. Alors oui, j'ai quitté Pierre. C'était la seule chose à faire. Quand tu te rends compte que t'aimes pas, tu t'en vas. Ah non, j'ai encore un peu de temps. La sonnerie de l'école, elle tousse. J'adore ça. C'est même comme ça que je la reconnais. Elle tousse. Ça me fait plaisir tous les jours de voir la petite là qui passe. Ah, alors j'ai mis quelques cailloux parce que quand elle était toute petite, elle adorait ça, les cailloux. Et je me dis qu'aujourd'hui, elle va en ramasser un et elle verra l'enveloppe. C'est sûr. Non. Je suis là uniquement le soir. Parce que le matin, c'est mon fils qui l'amène à l'école, petite fille. Mon fils, il ne veut plus me parler. Pourquoi? Pourquoi cette haine? Je ne sais pas. Parce qu'après le divorce, oui, on a fini par divorcer avec Pierre, heureusement. Ça n'a pas été si facile que ça. Moi, je le savais depuis longtemps qu'il n'aimait plus, lui non plus. Mais il a mis du temps à s'en apercevoir par lui-même. Il ne voulait pas divorcer. Alors, ça a été lent. Mais après le divorce,
Mon fils, il s'est un peu baladé, comme chez l'un ou chez l'autre, un peu comme il voulait. Mais au bout d'un temps, quand il a rencontré sa copine, ils sont venus s'installer chez moi. Dès qu'elle a été enceinte, c'est plus eux qui habitaient chez moi, avec moi, c'est moi qui habitais chez eux, avec eux. Mais c'était bizarre. Quand la petite est née, alors ça, c'était une chose merveilleuse. Et cette petite vie comme ça, avec tout l'espoir qu'il y a, c'était merveilleux. Un soir, je gardais la petite. Ben oui, les jeunes, il faut bien que ça sorte, alors, sans sortir. Et oui, c'est vrai, la petite dormait, je suis allée discuter pendant 1 heure chez la voisine, quand ils sont rentrés, la petite pleurait. Et là, je l'ai senti. C'est là que ça a pu sortir. Parce que là, mon fils, il a trouvé une raison de me dire toutes ces choses horribles qu'il n'avait jamais pu me dire. C'était pas juste, hein. Oh non, la haine, c'est pas juste. Alors j'ai pris une valise, la seule que j'ai jamais vue. J'ai même pris mon ordinateur. Et je suis sortie. Et je ne suis plus jamais revenue chez moi. Au début, j'ai même cru qu'il allait me chercher. Moi, je me suis dit quand même, ton fils vient de te dire des trucs horribles, sa mère peur, je sais pas moi. Il va envoyer la police. Il demande, ma mère est partie, c'est inquiétant. Ah non, je crois qu'elle a rien demandé, elle n'a pas appelé les hôpitaux, ni aller à la police, rien, j'étais partie, tant mieux. Ah ben, j'ai bien fait de partir. Pourtant, moi, j'adorerais ça. La vapeur dans la cuisine, quand tu fais cuire les pâtes. Sur la vitre, tu fais le petit geste. Tu écris des choses ridicules. Moi, j'adorerais ça. Le premier soir, j'ai dû m'installer dans un coin. T'imagines, hein? J'ai même tout oublié, je sais pas comment ça s'est passé. Et puis, il y a eu une deuxième journée.
Il n'a pas dû pleuvoir, certainement. Il n'a pas dû faire froid, certainement. Et puis, troisième nuit. La quatrième nuit, on m'a volé l'ordinateur. De toute façon, ça tombait bien, je n'avais pas pris le charme. Moi, je vis d'amour et de risque quand ça ne va pas. Je tourne le disque, je vais, je viens. J'ai appris à vivre comme si j'étais libre et en équilibre. Moi, je vis d'amour et de rire, je vis comme si il n'y avait rien à dire, je vais, je viens. J'aime tout le temps d'écrire mes mémoires, d'écrire mon histoire à l'encre bleue. Laissez-moi danser, laissez-moi, laissez-moi danser, chanter en vie. Marcel aussi, il aimait les chiffres. Marcel, il aimait tout. Ah ben oui, Marcel. Tout le monde l'appelait Marcel. Personne ne connaissait son véritable nom. Moi, je l'ai connu. J'appelais Marcel. Même qu'il était là depuis très longtemps. Et là, il est parti. C'est con. Je lui ai jamais demandé d'où il venait. Moi, j'ai toujours cru qu'il était algérien, tu vois. Mais peut-être qu'il était marocain. Ou tunisien, peut-être même. Il venait d'ailleurs, je sais pas. Pourtant, on a été ensemble, un peu. Lui et moi, tu vois. C'est les plus belles semaines de ma vie. Parce qu'avant, jamais quelqu'un m'avait regardé comme Marcel. Ouais. Moi, j'aimais beaucoup Marcel. J'espère qu'il est revenu dans son pays. Et voilà. Voilà. Marlboro encore frappé. Te cache pas! Ah oui, parce que Marlboro n'a pas de visage. Tu sais combien de temps il faut pour que ce petit bout de merde de rien du tout disparaisse? Il faut des années. Ben oui, tu sais. Tu sais, Marlboro, toi aussi, tu vas en crever de ça et tu ne sais pas. Tu te crois sur ton grand cheval et tu traverses la plaine américaine.
Ça me fait penser. Qu'est-ce qu'il disait? Allende. Oui, je sais, c'est pas tout jeune, hein, ça devait être 72, 73. Ah ben non, 73, il a été assassiné. Donc c'était 72. Aux Nations Unies. C'était l'histoire du conflit, là. C'est un véritable conflit entre les États et les multinationales. Alors, les États ne sont plus maîtres de rien. Et les multinationales n'ont aucune responsabilité. Et ne sont contrôlées par aucun parlement, ni par aucune instance représentative de l'intérêt collectif. Ben, ça n'a pas changé. Non, ça, tu vas pas dire. Ça n'a pas changé. Moi, je sais pas ce qu'ils vont faire, moi. Quelquefois, il y en a, ils disent, c'est pas à moi de savoir, mais moi, je me dis peut-être c'est à moi de savoir, sinon personne va savoir à ma place. On t'y va. Déjà. Non, il est malade. Oui. Marcel. Alors, Marcel est arrivé. Il a fait comme si j'étais pas là. Alors qu'il me voyait. Moi, je voyais très bien qu'il me voyait. Il s'est assis, mais alors très près. Je ne me touchais pas, mais je sentais la chaleur, tu vois. Moi, à l'époque, je ne savais pas que c'était sa place. Il m'a pas demandé de partir. Alors qu'il aurait pu, hein. Il m'a pas demandé de partir. Ah ben si ça, c'est pas un coup de foudre, je sais pas ce que c'est. Parce que moi je m'étais mis là parce que c'est sur le passage pour la petite. C'est un hasard quand même. Non, tu vas pas dire le contraire. C'est un hasard si j'ai choisi cette place. Ou alors, c'était écrit. On devait se rencontrer. Oui, ça doit être ça. Ah! J'ai une coiffeuse. Ben si, j'ai une coiffeuse. À un moment donné, son fils m'avait proposé du thé ou du café. Tu sais, quand il fait froid, il y a plein de gens qui viennent te proposer des trucs chauds dégueulasses. Mais chauds. Ah, moi j'ai dit, non, j'en veux pas de ton café. D'abord, j'aime le café quand il est bon, et toi, ce que tu me donnes, c'est dégueulasse. Et c'est pas parce que je suis dans la rue que ça doit être dégueulasse. Et si tu veux, tu peux me couper les cheveux. Et c'est là qu'elle me dit, maman, maman est coiffeuse, je vais lui en parler. Depuis, elle me coiffe tous les mois.
J'ai l'impression que je suis sa poupée. J'aime beaucoup, parce qu'elle fait très attention à sa poupée. Alors elle me fait la couleur, elle me coupe les cheveux. Quelquefois, elle me maquille. Et même souvent, j'ai remarqué, elle fait des gâteaux sans me dire que c'est pour moi. Mais je vois bien. Ah, la coiffeuse. 50, 60 ans. Mais qu'est-ce qu'elle est naïve. C'est beau, hein, d'être resté naïve à son âge. Moi, j'ai pas pu. Ah ben non, déjà, dans mes études, je pouvais pas. Et puis après, mais même avant, moi, j'ai pas pu. Eh ben, elle, si. La coiffeuse, c'est une belle âme. Naïve. Ah non. Non, non. Marcel, il n'était pas naïf. Marcel, il voyait les gens. Vraiment. Eh ben, quand ça te tombe dessus, je peux te dire que ça fait quelque chose. Moi, j'avais peur quelquefois. Je me disais, mais il va tout voir. Et j'avais pas que des choses belles à l'intérieur. Non, on n'a pas que des belles choses à l'intérieur. Il y a aussi des trucs crades, des trucs, que ce soit Marcel ou un autre, on n'a pas envie que quelqu'un vienne gratter, voilà. Ah non! Je ne bois pas. C'est rare. Sauf avec le poète. Et si, tu le connais, il a même été publié. Alors lui, c'est un prince. Lui, quand il arpente les rues, c'est pas mesure le monde. Lui, s'il n'existe pas, ton univers ne serait pas le même. Et heureusement qu'il en existe des petites étoiles comme ça. Quand il a sorti son bouquin, il a même lu dans la librairie à côté. Il a lu ses poèmes devant tout le monde. Ah ben lui, il l'a dit. Qu'il en avait besoin de cette reconnaissance. Pas la gloire. La reconnaissance. Et tu es mon frère. Je te reconnais. Quand ils lui ont trouvé une piole. Ah bah oui, parce qu'à un moment donné, toi qui es publié, un poète à la rue, ils lui ont trouvé une piole. Et ben lui, il regrette la rue. Il dit souvent, tu es au milieu de nulle part, mais le monde t'appartient. Pourquoi il n'est pas là aujourd'hui? Justement, aujourd'hui, j'avais besoin de lui. Si tu veux une bouture, hein, tu m'apportes un petit pot, je te fais une bouture. Cette plante, elle a inventé l'éternité.
Tu vois, ça pousse, et à un moment donné, si ça tombe sur de la terre, même un petit bout de rien du tout, ça prend racine. Ça y est. Amélie, je suis ta grand-mère, la maman de ton papa. Tu ne te souviens pas de moi, tu étais si petite. J'ai vu la lumière que tu portes en toi. J'ai confiance en toi. N'oublie pas, dans les moments les plus difficiles que tu traverses dans ta vie, c'est l'amour qui te guide. C'est l'amour. Toujours. Ta mamie. C'est bien. Ça ira.